Le Fujifilm X100V vous fait de l'œil, mais en même temps je vous comprends parce que personnellement j'adore cet appareil photo. Cependant, et dans cette vidéo, ce n'est pas de lui dont nous allons parler, mais de l'appareil qui me semble être son principal concurrent. Mais alors, à quel appareil est-ce que je fais référence? Eh bien à lui, le Ricoh GR3, ou plutôt devrais-je dire ses principaux concurrents, car le Ricoh GR3 existe en deux versions. Une version classique, donc le GR3 tout court, qui lui est équipé d'une focale 28 mm en équivalent plein format, et le GR3X que j'ai ici, et qui lui est équipé d'une focale 40 mm, toujours en équivalent plein format. Cette vidéo a été possible grâce à Ricoh France, qui m'a gentiment prêté un exemplaire. Alors bien évidemment, hein, c'est un prêt, je dis ce que je veux, ils n'ont pas vu la vidéo, etc. Donc je dirai tout ce que je pense dans cette vidéo. Par ailleurs, eh bien, ils m'ont envoyé cet exemplaire depuis fin juin, donc il m'a suivi pendant les 5 semaines de notre voyage en Indonésie. Dès lors, j'ai pu l'utiliser au quotidien. Dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un retour d'expérience complet. Dans un premier temps, je vais vous le présenter rapidement, notamment si vous ne le connaissez pas. Ensuite, je vous dirai tout ce que j'ai aimé dans cet appareil photo et enfin ce que j'ai un petit peu moins aimé forcément. Et puis également, dans une vidéo ultérieure, je ferai un comparatif détaillé entre ce Ricoh GR3 et le Fujifilm X100 parce que je pense que ça peut intéresser un certain nombre de personnes. Enfin bref. La vidéo, comme toujours, est découpée en chapitres. N'hésitez pas à naviguer dans la timeline ou aller directement dans la description pour retrouver les chapitres. En attendant, je vais rentrer au chaud parce que là, je suis à la mer et il fait un petit peu frais. Et on va poursuivre cette vidéo directement au studio. Mais quoi? Et bonjour les amis, je m'appelle NoCat. Je suis le nouveau... Bien, nous voici de retour au studio, il fait quand même nettement plus chaud, et donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire une petite présentation rapide de ce Ricoh GR3. Si jamais vous connaissez déjà tout ça, n'hésitez pas à passer directement au chapitre suivant, dans lequel je vous dirai les points que j'ai bien aimés sur cet appareil. Bon, alors, ce Ricoh GR3, rapidement, c'est un appareil photo compact expert, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas interchangeable, vous ne pourrez pas mettre une autre focale, et donc cet appareil photo, il est commercialisé par Ricoh, la maison mère qui a racheté la marque Pentax. Par ailleurs, il existe en 4 versions. Alors, la première version, c'est celle que j'ai dans les mains, c'est le Ricoh GR3 tout court, équipé d'une focale 28 mm, donc en équivalent plein format, et d'un filtre ND de 2 stops que l'on peut activer ou désactiver selon nos envies. Ensuite, Ricoh a fait une version HDF, donc le Ricoh GR3 HDF, qui conserve la focale 28 mm, mais où, à la place d'un filtre ND, on a un filtre de diffusion mixte, donc pour diffuser notamment les hautes lumières. Ensuite, vous avez une troisième version qui est celle-ci, le Ricoh GR3X. Et en fait, lui, c'est un Ricoh GR3 avec une focale de 40 mm au lieu du 28 mm, mais avec le même filtre ND de 2 stops. Et enfin, celui que j'ai dans les mains, c'est le Ricoh GR3X HDF, donc le X pour la focale 40 mm, et HDF, parce que à la place du filtre ND, on a le filtre mixte. Donc au global, quand vous regardez les 4 versions, vous avez le choix entre 2 focales, un 28 ou un 40 mm, et entre 2 filtres, soit un filtre ND ou un filtre de diffusion mixte, et après c'est à vous de faire votre choix à l'achat. Enfin, il existe des éditions. Ça c'est le Ricoh normal, classique, tout en noir, j'aime beaucoup parce que très discret, et ça par exemple c'est la version Diary Edition, et ce qui différencie les deux par exemple, c'est juste le coloris, donc il y a aussi l'Urban Edition qui est grise, etc. Enfin bref, là c'est à chacun de voir en fonction de ses goûts. Quand on regarde ce Ricoh GR3, moi il me fait penser à ça c'est un petit Nikon Coolpix que j'avais quand j'étais adolescent, et quand vous les regardez, c'est vrai qu'on dirait deux petits appareils photo compacts. Cependant, il ne faut pas du tout se tromper, ce Ricoh GR3, il a l'apparence d'un petit appareil photo presque jouet, cependant à l'intérieur, ce sont bien des caractéristiques d'appareil photo haut de gamme que l'on retrouve. Donc on a un capteur APS-C, donc de 24,2 millions de pixels, c'est-à-dire un grand capteur comme ce qu'on retrouve chez Fuji, chez Sony, chez Nikon ou encore par exemple chez Canon. Par ailleurs, ce capteur est stabilisé. Ça aussi, je trouve ça fou, surtout pour la taille et le poids de cet appareil. Et enfin, du point de vue caractéristique, on a donc une optique mobile qui ouvre à f2.8 au maximum, donc c'est une ouverture plutôt lumineuse. Bref, vous l'avez compris, donc c'est un appareil photo qui est très compact, et en même temps à l'intérieur, on a des caractéristiques qui sont plutôt haut de gamme pour un appareil photo. Maintenant, forcément, c'est un petit peu la problématique de cette vidéo, de savoir, oui, est-ce que ça tient ses promesses? Est-ce que vraiment c'est génial? Quels sont les compromis? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'est l'heure de passer à la deuxième partie de cette vidéo, et que je vous explique les points que j'ai aimés dans ce Ricoh GR3.
Alors, le premier point positif, à mon sens, et c'est le plus gros de loin pour moi, eh bien c'est sa compacité. Et là, je vous mets la vidéo à côté, vous le voyez, en fait, tout simplement, il rentre dans ma poche et il a passé mes 5 semaines en Indonésie dans ma poche de pantalon. Donc, dans ma poche droite, j'avais le Ricoh GR et dans la poche gauche, j'avais mon smartphone. Donc, c'est aussi simple que ça, parce que vous connaissez l'adage, le meilleur appareil photo est celui que l'on a toujours sur soi. Voilà, une fois que j'ai dit ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Pour vous donner quelques chiffres pour illustrer ça, il pèse 257 grammes avec batterie et carte SD, sachant qu'un smartphone en moyenne c'est 180-200 grammes. Donc vous voyez, c'est à peine plus lourd qu'un smartphone. En termes de taille, il est plus étroit en largeur et en hauteur qu'un smartphone. Cependant, forcément, il est quand même plus épais, même si je vous donne les dimensions. Il fait 10,9 cm de large, 6,2 de hauteur et 3,3 de profondeur. Et ça, c'est grâce notamment donc à son objectif motorisé qui rentre et qui sort. Si je vous mets à comparaison le Fujifilm X100, ici c'est le X100V, donc le 5e avec le Ricoh GR, là il y a un monde d'écart. Le Ricoh GR est 2 fois plus léger, vraiment 2 fois, c'est aussi simple que ça. Et surtout en termes de taille, c'est pas du tout la même. Le Fuji X100V, nous en reparlerons. Lui, moi je dois toujours me trimballer quand même une besace ou à défaut un manteau avec une grosse poche, ça c'est obligatoire. Alors que lui, il est dans ma poche de pantalon. Une fois qu'on a dit ça, voilà. Au fil du temps, durant notre voyage en Indonésie, c'est vrai que plus le temps passait, moins j'utilisais le X100V et plus j'utilisais le Ricoh. Pourquoi ? Parce que lui, en fait, tout simplement, il était tout le temps dans ma poche de pantalon. Le deuxième point fort de cet appareil photo à mon sens, c'est sa qualité d'image. Alors au départ, je ne sais pas si c'était un petit peu par a priori par rapport à sa taille, je me suis dit bon, on va voir, cependant je savais que la réputation de la qualité d'image du Ricoh GR3 n'était plus à faire. Et je vais commencer par parler de l'optique, et le constat que je vais faire est le même à la fois pour la focale 28 mm comme pour la focale 40 mm. Dans les deux cas, je trouve que c'est vraiment excellent. Ce que j'ai fait pour vous montrer, c'est que j'ai fait des photos de test, donc en manuel et en RAW, il n'y a aucune correction ou quoi que ce soit, et j'ai fait des photos donc à différentes ouvertures sur ma mire de test. Et ce qu'on remarque, et si on commence par le centre, c'est que à f2.8 au centre, c'est vraiment déjà très très bon. Mais vraiment, je trouve que c'est très très bon. Et ensuite, dès qu'on ferme d'un stop et qu'on arrive à f4, là c'est pour moi excellent, il n'y a rien à dire, c'est contrasté, c'est détaillé, et ça va jusqu'à f8, donc le sweet spot est entre f4 et f8. À partir de f8, on commence à avoir un petit peu de diffraction qui va de manière croissante à f11 et ensuite f16, mais ça c'est tout à fait normal. Maintenant, si on regarde sur les bords, et là ce qui va nous intéresser, c'est l'homogénéité. Et bien en fait, dès f2.8, si on regarde sur le bord extrême gauche, c'est pour moi aussi très bon. Alors on a un léger manque de netteté, mais ça c'est pas quelque chose qui me choque, et je trouve que le rendu est déjà très bon. Et dès qu'on ferme à f4, là on a un rendu qui pour moi là aussi est exceptionnel, et de la même façon jusqu'à f8 c'est vraiment exceptionnel, et ensuite c'est un problème de diffraction qui, comme au centre, va croissant jusqu'à f16. Donc au global, c'est une optique qui se comporte très très bien, qu'on peut utiliser mais vraiment sans arrière-pensée dès f2.8, et ensuite c'est vrai que sur le terrain, moi j'ai des clichés que je trouve très très beau, et surtout c'est ça moi que j'aime bien dans les bonnes optiques, c'est ce sentiment de micro contraste dans les détails, et ça c'est ce que je retrouve à la fois dans la focale 28 mm comme dans la 40 mm, donc j'aime beaucoup cette optique. Aussi, parlons du capteur. Ce capteur APS-C de 24,2 millions de pixels, moi je trouve qu'il a un très très bon comportement, et pour moi c'est un bon capteur. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des tests là aussi standardisés, allant de ISO 100 jusqu'à 102 000 ISO, et ce que j'ai remarqué, c'est que de ISO 100 jusqu'à ISO 800, pour moi c'était vraiment excellent. Donc on a vraiment pas tellement de bruit, on a des détails extrêmement précis. Ensuite on a un premier palier à 1600 ISO où on commence à avoir l'apparition un petit peu de bruit, mais on a toujours beaucoup de détails. Il y a un vrai palier pour moi à 3200 ISO, mais c'est très satisfaisant encore, c'est juste que là aussi on a un petit peu plus de bruit et on commence à avoir une petite disparition, donc quand même des détails. Et ensuite le vrai palier pour moi c'est ISO 6400 qui est le palier pour moi où on doit s'arrêter si on veut vraiment garder une très bonne qualité d'image. Là les détails commencent à vraiment prendre un coup, et surtout le bruit est un petit peu plus présent, on va dire. Cependant aujourd'hui avec des outils de débruitage comme PureRAW par exemple, c'est vrai que je sais qu'un fichier à 6400 ISO, je pourrais le passer sans arrière-pensée. Et ensuite, à mesure que l'on va augmenter donc les ISO, là on va forcément perdre des détails. À 12800 ISO, moi je trouve que c'est encore acceptable, notamment pour des clichés, vous n'avez pas forcément des détails extrêmement précis, et si vous imprimez pas en grand, etc. Et là aussi dans un PureRAW,
on pourra récupérer énormément de détails. Cependant, au-delà, hein, à plus de 25 000 ISO, bon bah là, forcément, faut pas s'attendre à des miracles. Et alors, le best, hein, quand même, le meilleur, c'est quand vous arrivez à 102 000 ISO. Enfin bref, ça c'est peut-être pour de l'observation, pour aller chercher un animal au fin fond de la forêt la nuit. Enfin bref, je sais pas. Mais voilà. Donc au global, moi je trouve que la montée en ISO est très cohérente et surtout savoir qu'on a une si bonne montée en ISO dans un si petit appareil photo, c'est franchement cool je trouve. Enfin et pour terminer sur la qualité d'image, parlons des RAW. Donc quand vous avez des RAW sur ce Ricoh GR3, ce sont des fichiers au format DNG et ces RAW je les trouve déjà très flexibles, ils sont très riches, ce sont des RAW de 14 bits et surtout je trouve qu'ils ont une bonne plage dynamique. Donc la latitude d'exposition est pour moi satisfaisante et je la trouve même un petit peu meilleure que sur mes RAF Fujifilm. Donc je vous montre juste quelques exemples de plage dynamique. On peut récupérer quand même pas mal de détails, notamment dans les ombres, hein, forcément il est plus à l'aise dans les ombres, mais même dans les hautes lumières, je trouve que c'est quand même un cran au-dessus que par exemple sur mes capteurs X-Trans Fujifilm, où là c'est vrai que je sais pertinemment que dans les hautes lumières, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux sur le marché. Là je trouve que c'est même un petit peu meilleur. Là-dessus, je sais pas, n'hésitez pas à me dire votre ressenti si vous avez les deux, mais en tout cas, je trouve que les fichiers RAW sont très agréables à éditer. Bref, donc vous le voyez sur ces deux premiers points, si je fais le ratio, déjà vous avez donc un très bon rapport taille-poids-encombrement, et à l'intérieur, on a une très belle qualité d'image, donc déjà ça fait deux beaux points positifs. Le troisième point fort pour moi, c'est qu'avec cet appareil photo, on peut vraiment photographier son quotidien. Déjà parce que ça rentre dans la poche, mais ensuite parce que, comme sur les Fujifilm, vous avez des JPEG. Alors venant du monde de Fuji, je vous avoue que là-dessus, j'ai regardé ça un petit peu de loin en me disant ouais, mais attendez, moi je suis habitué aux simulations de films Fujifilm, qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir avec ce Ricoh GR? Au début, j'étais un peu dubitatif. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même moins de possibilités de base, donc ce qu'on appellerait des simulations de films. Il y en a moins qu'à l'intérieur d'un Fuji. Cependant, on peut, je trouve, davantage les personnaliser. Donc au global, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai personnalisé 3 rendus de films, et ça tombe bien, on en reparlera après, vous avez 3 molettes personnalisables, donc U1, U2 et U3. J'ai d'abord créé donc une simulation de film qui repose sur le film positif, et ça je l'aime bien parce que il restitue plutôt de manière très fidèle les couleurs, notamment pour les couchers de soleil. Ensuite, j'ai fait donc une simulation de film sur le film négatif, qui me rappelle un petit peu, vous savez, le classique neg chez Fujifilm, alors moins marqué, moins contrasté, mais avec ce côté un petit peu chaud, et avec justement les jaunes qui tirent un petit peu vers les oranges, donc ça j'aime beaucoup. Et enfin, un noir et blanc. Alors là, vous avez pour moi des noirs et blancs qui sont plus paramétrables et plus flexibles que sur la version Fujifilm, où là on peut créer des noirs et blancs extrêmement intenses, donc ça c'est franchement très chouette. Donc au global, je vous avoue que moi j'ai beaucoup aimé les rendus JPEG de ce Ricoh GR. Par ailleurs, sachez qu'il existe l'appli Ricoh Receipts, qui est, on va dire, la version cuisine de Fuji X Weekly pour les fugistes, dans laquelle vous allez retrouver donc des recettes où vous allez avoir directement les paramétrages que vous allez reporter à l'intérieur de votre Ricoh pour reproduire notamment des pellicules argentiques. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette application. Par ailleurs, ce que j'apprécie beaucoup avec ce Ricoh GR, c'est que faire des JPEG de son quotidien, c'est bien, mais après il faut se les envoyer. Donc là, on va parler de l'application mobile qui s'appelle Image Sync. Alors de prime abord, là aussi, c'est un petit peu rustique. L'appli n'est pas la plus chaleureuse qui soit en termes de design. Cependant, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle est très simple et surtout, elle est très stable. Et ça, pour moi, c'est vraiment top, surtout quand vous êtes habitué, là aussi, à Fujifilm. Donc, en 5 semaines de voyage et en 2 mois d'utilisation, je vous avoue que je n'ai jamais eu la moindre déconnexion. Donc ça, déjà, c'est très bien. Ensuite, la connexion se fait très rapidement. Alors, la première fois que je l'ai connecté, ça a été un petit peu long. Et ensuite, à chaque connexion, c'est plutôt rapide. Et après, c'est vrai que vous avez le choix de contrôler votre appareil photo depuis votre smartphone et vous avez une diffusion en direct, donc ça c'est très très cool via le Wi-Fi. Et ensuite vous pouvez donc naviguer dans vos photos et vous les envoyer. Et ce que je trouve très sympa, c'est que pour chaque photo, vous avez le choix individuellement de vous l'envoyer soit en fichier pleine définition ou en fichier donc compressé de 2,5 millions de pixels. Cependant, et contrairement à Fuji par exemple, vous n'êtes pas obligé d'appliquer un paramétrage général là-dessus et vous pouvez le faire individuellement pour chaque photo. Bref, au quotidien c'est un régal parce que je prends plein de photos de ma vie courante avec cet appareil photo et je me les envoie immédiatement sur mon smartphone, notamment pour les publier directement sur les réseaux sociaux ou pour les envoyer à qui que ce soit. Allez, petite pause pub dans cette vidéo, vous savez, toutes les vidéos que vous voyez sur cette chaîne, elles sont entièrement gratuites et c'est une très très bonne chose. Cependant, là aussi, je pense que vous ne l'ignorez pas, moi je ne peux pas payer mon essence ou mes courses en vue YouTube. Donc la grande question, c'est comment nous permettre de créer tout ce contenu qui est accessible gratuitement et nous permettre de vivre pour rémunérer notamment le temps qu'on y passe. Et bien la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de le faire et de manière entre guillemets
gratuite, c'est grâce à l'affiliation. Tous les liens que vous avez dans la description de cette vidéo sont affiliés et renvoient notamment vers Miss Numérique. Miss Numérique, c'est une boutique photo et vidéo française située à Nancy. Moi, ça fait 2 ans que je travaille avec eux et 10 ans que je suis client chez eux. Donc, ils sont très sérieux. Moi, j'ai fait plein de commandes chez eux. Tout s'est toujours parfaitement passé. Enfin bref, ce sont vraiment des professionnels. Et donc, l'affiliation, comment ça fonctionne? Si vous voulez acheter du matériel et que, par exemple, mes vidéos ont pu vous aider dans l'achat de ce matériel, si vous passez par le lien d'affiliation et que vous commandez, eh bien, en fait, moi, je toucherai une petite commission, mais vous paierez exactement le même prix. Ça ne changera rien à votre vie. Mais en faisant comme ça, vous pouvez m'aider à gagner un petit peu d'argent et à financer la chaîne. Par ailleurs, et si vous commandez toujours chez Miss Numérique, dans votre panier, vous pouvez rentrer le code créateur NOHCAB, NOHCAB, et là aussi l'application fonctionnera et moi je toucherai à nouveau une commission. Donc peu importe que ce soit via les liens ou via un code créateur, vous avez le pouvoir de soutenir vos créateurs préférés et si vous le faites, eh bien je vous en remercie grandement. Ensuite, un point que j'ai beaucoup aimé dans ce Ricoh GR3, eh bien c'est son ergonomie et je trouve que quand on voit la taille de cet appareil photo, l'ergonomie est franchement pour moi exceptionnelle. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, sur le dessus, vous avez tout d'abord donc une première molette qui vous permet de gérer l'ouverture de votre objectif. Vous avez le déclencheur qui est un déclencheur qui est plutôt on va dire rectangulaire et qui est un petit peu bombé, donc très agréable, on le sent immédiatement. Ensuite, vous avez le bouton on-off pour allumer et éteindre l'appareil photo et ensuite vous avez une molette passe-main, donc vous allez retrouver les modes classiques, mais également 3 modes personnalisables, U1, U2 et U3, et moi, comme je vous ai dit, sur chaque mode personnalisable, j'ai mis donc des simulations de films. Ensuite, à l'arrière, on retrouve pas mal de choses. Donc en haut à droite, on retrouve la molette qui nous permet de gérer la vitesse, ou alors en mode semi-automatique, donc le mode ouverture, le mode programme ou le mode vitesse, de gérer la compensation d'exposition. Ce n'est pas une molette, entre guillemets, où on tourne et on clique, c'est une molette où on enfonce d'un côté ou on enfonce de l'autre, donc ça c'est plutôt agréable aussi, et surtout elle est cliquable, donc ça c'est très pratique parce qu'on arrive ensuite sous un sous-menu sur lesquels on peut mettre des fonctionnalités que l'on a l'habitude d'utiliser, donc là aussi ça permet d'avoir un gain d'ergonomie certain. Donc par exemple moi là-dessus j'ai mis donc le rendu de simulation que je peux changer au besoin, le mode crop, ensuite par exemple tout ce qui est mode autofocus, la mesure d'exposition ou encore par exemple la luminosité de l'écran. Ensuite, sur la droite, vous retrouvez le bouton Play pour accéder directement à vos photos. Ensuite, en dessous, vous avez un bouton FN sur lequel vous pouvez mettre la fonctionnalité de votre choix. Et après, on arrive sur le trèfle. Alors, ce trèfle, vous avez déjà une roue crantée sur laquelle vous pouvez faire tourner donc, un paramètre. Alors, ce qui est génial, c'est qu'aussi, vous pouvez utiliser comme un trèfle haut, bas, gauche, droite. Et ensuite, vous avez donc 4 paramètres que vous pouvez mettre sur chaque côté, donc haut, bas, gauche, droite. Donc, par défaut, vous allez pouvoir régler par exemple l'ISO en tournant la molette, mais également vous allez pouvoir en appuyant sur un côté accéder à un paramètre. Donc par exemple les ISO, le mode macro, ensuite le mode de prise de vue ou encore par exemple la balance des blancs. Enfin et toujours sur ce trèfle, vous pouvez l'utiliser pour déplacer donc le collimateur de l'autofocus, sachant que sur le Ricoh GR il n'y a pas de joystick, mais ça aussi on va en reparler juste après. Enfin en dessous vous avez le bouton menu pour accéder au menu de l'appareil et enfin le bouton display pour changer l'affichage et également si on reste appuyé dessus pour faire un zoom pour vérifier la mise au point. Enfin toujours sur l'ergonomie physique, si on regarde sur la partie gauche de l'appareil, vous avez un bouton. Alors par défaut c'est tout ce qui renvoie notamment au sans fil et à la vidéo. On peut là aussi le personnaliser comme l'ensemble des boutons. Moi par exemple ici j'ai mis donc l'accès au mode Snap Focus et le réglage du mode Snap Focus. Enfin un petit mot sur la partie logiciel, software, les menus moi je les trouve très bien, ils sont très faciles et là-dessus moi j'ai pas particulièrement de problème avec les menus Fuji, mais beaucoup trouvent qu'ils sont un petit peu fouillis. Moi, je vous avoue que ces menus Ricoh, je les trouve mieux pensés, plus simples. Quand j'ai allumé l'appareil photo pour la première fois, en quelques minutes, en fait, j'avais tout compris, tout enregistré, donc c'était vraiment très simple à prendre en main. Enfin, et pour terminer cette question de l'ergonomie, il faut qu'on parle d'un point qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la question du viseur. Car contrairement à un Fujifilm X100V, sur le Ricoh GR3, vous n'avez pas de viseur. Donc la grande question c'est, est-ce que dans la pratique, sur le terrain, est-ce que c'est pénalisant? Je vous avoue qu'au départ, j'avais un petit peu d'appréhension, et après 2 mois d'utilisation et 5 semaines en Indonésie, pour moi la réponse est non,
même si je vais vous détailler pourquoi, et à la fin j'apporterai quand même une petite nuance. La première, c'est que pour le type de photo que j'ai fait avec, pour l'utilisation que j'en ai, le viseur n'a pas été quelque chose qui m'a réellement manqué, même si forcément dans certaines situations, j'aurais aimé l'avoir. J'ai tendance à l'utiliser un petit peu comme un smartphone, et j'ai pris l'habitude de l'utiliser comme tel, sachant que puisqu'il est tout petit et tout léger, on n'a vraiment aucun problème pour l'utiliser de cette manière. La deuxième raison, c'est qu'à mon sens, l'écran est vraiment très bon et il nous permet de compenser ce manque de viseur. D'abord parce que cet écran, il est très lumineux et on peut facilement régler le niveau de luminosité. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il est très bien défini, mais surtout il est tactile. Et le tactile, il est pour moi très réactif, bien plus par exemple que sur l'équivalent Fuji. Et donc, il a une réactivité qui pour moi est vraiment proche de celle d'un smartphone, ce qui fait qu'on peut par exemple régler la mise au point directement en appuyant sur le tactile. Et ça, je vous avoue qu'aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié comme sur un smartphone. Donc, ça m'a aidé aussi à me passer de viseur. Enfin, et le troisième point pour moi, c'est que au fond de moi, oui, j'aimerais avoir un viseur. Cependant, et je sais qu'il y a des appareils photo compacts qui ont des viseurs, comme le Sony RX100 par exemple, oui, ok. Sauf que, en fait, la différence, c'est qu'à l'intérieur d'un Sony RX100, vous avez un capteur d'1 pouce. Et ici, vous avez un capteur APS-C qui est en plus stabilisé. Résultat, tout ça prend beaucoup plus de place, à la fois pour la place du capteur, mais aussi pour le mécanisme de stabilisation, et enfin, la place aussi de l'optique. Résultat, intégrer un viseur là-dedans est un véritable challenge, et ça pourrait sans doute se faire d'avoir un viseur pop-up, mais sans doute que l'appareil photo gagnerait donc en poids et en taille. Il serait plus gros, plus volumineux, plus lourd. Enfin bref. Donc la grande question, c'est aussi de savoir à quoi ressemblerait ce viseur. Est-ce que c'est pour avoir un viseur minuscule, étroit, peu défini, etc. Moi, je vous avoue, je préfère presque m'en passer plutôt que d'avoir un truc encombrant qui en plus pop-up est fragile et moins durable dans le temps. Résultat, je pense que sur cette question, là, pour moi, on est tranché dès le début ou pas de savoir est-ce que ça nous dérange ou pas. Je sais qu'il y a des photographes pour qui le viseur est indispensable et je vous avoue qu'au départ, je pensais en être. Moi, je pense que ça dépend surtout du type de photo et de la pratique photo qu'on a. Sur un Fujifilm X100, je vous avoue que c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, mais ici, ce que je recherche, c'est d'avoir un appareil photo dans le sens où la taille et l'encombrement n'est pas forcément un point décisif. Cependant, sur le Ricoh GR3, pour moi, ce qui prime, c'est vraiment la compacité. De fait, je suis prêt à sacrifier le viseur pour l'avoir en permanence dans sa poche. Tout ça, c'est une question de compromis. On peut pas avoir un super viseur énorme et en même temps que tout rentre dans la poche. Voilà. Donc là-dessus, c'est une affaire de goût et de couleur. Autre point positif que j'ai beaucoup aimé, eh bien c'est la discrétion, notamment dans la version noire, c'est que c'est un appareil photo qui, par sa taille et là sa couleur, fait que en fait les gens ne le remarquent même pas, on est très discret. Et puis la deuxième chose, c'est que de toute façon c'est un appareil photo compact, donc en fait ça fait pas très sérieux. Pour les gens, ça fait vraiment appareil photo de touriste, donc les gens ne vous calculent pas, et même pour prendre des gens en photo dans la rue, en fait si vous voulez, ils vont pas vous regarder de travers parce que vous avez un gros appareil photo avec un objectif blanc. Enfin bref, ça c'est un point que j'aime énormément. Un autre point que j'aime beaucoup, c'est sa réactivité. Alors regardez, à peine j'appuie, eh bien, il s'allume. À peine je l'éteins, eh bien, il se referme. Et regardez ici sur l'écran, voilà, je le mets. Regardez, j'appuie sur le bouton on-off. Regardez à quelle vitesse il s'allume et regardez à quelle vitesse il s'éteint. C'est très rapide. Et puis plus largement, je trouve que c'est un appareil qui répond très bien, y compris dans les menus. Pareil, le tactile est très réactif. Bref, c'est un plaisir à utiliser. Également, pour moi, le mode macro est un gros point fort de ce Ricoh GR3. Donc là, on passe l'appareil en mode macro, donc l'objectif change de position, et là, on peut se rapprocher très près de son sujet. Et on arrive à faire des photos qui sont pas vraiment de la macro, mais plutôt de la proxy, et je trouve que c'est franchement génial parce que c'est très polyvalent au quotidien. En Indonésie, je vous donne un exemple très concret. À un moment, on était au restaurant, il y avait un petit lézard. Alors, vous savez, en Indonésie, les restaurants sont ouverts, donc on était dehors, hein, et en fait, il y a un petit lézard qui est venu, j'ai mis le mode macro, et en fait, j'ai pu faire des photos que moi je trouve géniales avec beaucoup de détails et en fait j'aurais pas pu le faire sinon et surtout c'est génial de savoir qu'on peut faire ce type de photos avec un appareil photo compact. Je vous donne juste quelques infos. Le mode macro est un petit peu différent entre la version 28 mm et la version 40 parce que les distances de mise au point sont différentes. Et de manière contre-intuitive, c'est plutôt avec la version 28 mm qu'on va pouvoir se rapprocher le plus possible, même si c'est moins zoomé, on peut s'approcher jusqu'à 6 cm, entre 6 et 12 cm, alors que sur la version X de 40 mm, c'est entre 12 et 24 cm. Bref, je pense que vous l'avez compris, il y a beaucoup de points que j'ai aimés dans ce Ricoh GR3, mais comme pour tout matériel, forcément, il y a une nuance à apporter, donc on va voir les points qui sont plutôt négatifs.
Alors le premier point négatif à mon sens, c'est l'autofocus. On va pas y aller par quatre chemins, pour moi il est vraiment moyen. C'est-à-dire que c'est un autofocus qui par exemple en journée, dans la plupart des situations, va plutôt accrocher rapidement, il n'y a pas de problème. Par contre pour moi après il y a deux points vraiment où c'est pas top. Déjà, tout ce qui touche à la faible luminosité. Là, ça pompe assez rapidement et parfois il peut même se tromper dans la mise au point, donc sans se rendre compte, on peut avoir un petit décalage et avoir des photos qui sont un petit peu floues. Et la deuxième chose, c'est le mode AFC, donc en autofocus continu, où là, franchement, c'est pas foufou. Il y a eu des tas de tests qui ont été faits sur Internet, moi je vais pas vous le montrer, mais je pense que vous avez compris l'intérêt, c'est que si jamais vous faites une rafale ou quoi, ou que par exemple vous avez un sujet qui bouge pour la photo de rue, bah, c'est vrai qu'il va avoir du mal à le suivre et ça peut souvent rater la mise au point. Donc cet AF pour moi, il est pas foufou et Ricoh gagnerait à l'améliorer. Alors moi ça n'a pas été quelque chose de très pénalisant pour la simple et bonne raison que pour le type de photo que moi je fais avec cet appareil photo, eh bien en fait l'autofocus n'est pas quelque chose de forcément déterminant. En plus je suis habitué à faire ce genre de photo avec du Fujifilm, bon voilà. Après Fujifilm est pour moi quand même un petit peu mieux, notamment sur le X100V. À mon sens ça c'est quelque chose qui est un petit peu dommage car on pourrait l'améliorer. Enfin il y a un dernier truc, c'est que vous avez le mode Snap Focus. Alors c'est un mode de mise au point manuel dans lequel on peut régler en fait des distances de mise au point et l'appareil passe directement à cette distance de mise au point. C'est plutôt très bien fait et surtout ça vous permet de verrouiller et de ne pas avoir à faire la mise au point. Ça c'est vraiment pensé pour les photographes de rue. Le soir par exemple quand je voulais faire des photos de paysage bloquées sur l'infini, bah, c'est très pratique parce que moi je suis sûr qu'à l'infini la mise au point sera bien faite. Mais à défaut, ça c'est cool, mais ça ne remplace pas quand même un bon système d'autofocus. Un autre point que je qualifierais de négatif, eh bien en fait c'est ça, c'est la batterie, que moi j'ai mis dans les points négatifs, mais qui pour moi ne l'a pas vraiment été, je vous explique. Donc quand vous regardez des contenus sur internet, beaucoup de gens s'en plaignent, pourquoi ? Bah parce qu'en effet, regardez l'épaisseur, hein, cette batterie est toute petite, et en effet ce n'est pas du tout la batterie la plus endurante que l'on puisse trouver sur le marché. Personnellement, ça n'a pas vraiment été un problème, pourquoi ? Parce que je ne suis pas parti en voyage qu'avec le Ricoh GR3, et finalement sur une journée d'utilisation, moi je l'ai utilisé de manière assez régulière, mais par petite période de temps. Donc finalement, la batterie, généralement, elle me durait la journée. Et sur 5 semaines de voyage, il n'y a qu'une seule journée où j'ai dû passer à une deuxième batterie. Cependant, et c'est pour ça que je l'ai mis dans les points négatifs, si vous utilisez l'appareil photo de manière intensive et continue, parce que c'est votre appareil photo principal, là, la batterie va vraiment fondre, notamment si vous êtes dehors et que vous mettez la luminosité de l'écran au plus fort. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un problème, même si c'est toujours un challenge de réussir à mettre une plus grosse batterie dans un si petit appareil photo. Voilà, maintenant je vous laisse répondre à l'équation. Alors pour moi les batteries ça n'a jamais été vraiment un gros problème, même sur les anciennes batteries Fuji par exemple. Pourquoi ? Parce que une batterie comme ça coûte pas très cher et puis surtout je la glisse dans ma poche. Donc moi j'en avais toujours une autre sur moi au cas où, mais bon quand même c'est plutôt un point négatif au quotidien de ne pas avoir une grosse batterie. Un autre point que j'ai mis dans les négatifs, eh bien, c'est la non-tropicalisation de cet appareil. Et oui, c'est un appareil photo donc compact, mais avec un objectif donc mobile qui n'est pas protégé. Et en plus, Ricoh ne fait aucune mention de joint ou quoi que ce soit. Et je vous avoue que pour moi, qui est photographe de voyage, de paysage, bah ça c'est plutôt quand même un problème. Dans certaines situations, je me suis refusé à l'utiliser parce que bah, c'est vrai que j'avais un petit peu peur. J'ai utilisé par exemple au Mont Bromo, donc on est dans une caldeira volcanique avec de la poussière, de la cendre partout. Je l'ai sorti à un moment parce que je jugeais qu'il n'y avait pas beaucoup de vent et que ça allait. Je l'ai utilisé vraiment très rapidement, mais sinon je l'ai rangé bien propre dans mon sac parce que j'avais peur qu'il y ait des poussières qui rentrent. Et à comparaison, hein, le Fujifilm X100V à côté, c'est un petit tank. Je vous avoue que dans de nombreuses situations, que ce soit pour les poussières ou pour l'humidité, parfois j'étais pas très confiant parce que même par exemple pour faire des photos à la mer, j'avais peur qu'il y ait une éclaboussure qui rentre à l'intérieur de l'appareil. Si vous regardez sur les forums, etc., vous voyez certains utilisateurs qui se plaignent parce que il peut y avoir des poussières qui sont rentrées et qui sont allées se déposer sur le capteur. Mais là, c'est pas comme un appareil à objectif interchangeable, vous enlevez, vous nettoyez le capteur et c'est fini. J'avoue que pour moi, c'est quand même un point négatif car j'aimerais pouvoir l'utiliser de manière plus variée, y compris dans des situations au climat difficile. Et cet appareil photo, même s'il est destiné non pas aux photographes de paysage que je suis, mais plutôt aux photographes de rue, bah c'est vrai que c'est dommage parce qu'un photographe de rue qui par exemple fait des photos quand il pleut, et il y a plein de photos sympas à faire quand il pleut, bah là ça va être très compliqué. Donc voilà, je sais pas comment il pourrait faire avec cette histoire d'objectif mobile, mais en tout cas ça serait bien que dans les versions futures, eh bien il soit protégé contre les intempéries.
Un dernier point que j'aurais voulu aborder, c'est la question de l'obturation maximale. Et ça, je vous avoue que j'ai été surpris, notamment de nos jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'obturation maximale ne va pas très loin. En effet, elle s'arrête à 1/2500e de f2.8 jusqu'à f5.6, et au-delà de f5.6, c'est 1/4 Alors déjà, pour moi, il y a un paradoxe, c'est le fait que sur les ouvertures les plus lumineuses, on a une vitesse maximale qui soit moins élevée, alors que c'est précisément là où on en a le plus besoin. Donc ça, je vous avoue, je comprends pas trop pourquoi. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'obturation électronique. Donc vous pouvez même pas passer en obturation électronique pour avoir des vitesses plus élevées, contrairement à la plupart des marques sur le marché. Et donc je pense qu'au départ, le filtre ND était là notamment pour ça, pour obscurcir et pour, on va dire, pallier cette question de la vitesse maximale. Cependant, moi ayant eu la version HDF avec filtre mist et sans filtre ND, bah, je vous avoue que souvent, en pleine journée, si je voulais faire une photo à f2.8 pour avoir un peu de bokeh, eh ben, je l'avais dans l'os, donc j'étais obligé de fermer. Et résultat, bah, j'étais un petit peu pénalisé. Donc je trouve ça dommage là aussi qu'on n'ait pas des vitesses plus élevées en obturation mécanique et que tout simplement on n'ait pas d'obturation électronique. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo et à la conclusion. Je serais ravi de savoir en commentaire ce que vous pensez de ce Ricoh GR, que vous l'ayez ou que vous ne l'ayez pas, hein, ou en tout cas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, qu'est-ce que j'en retiens? Bah, je vous avoue que entre le moment où j'ai commencé à l'utiliser et maintenant, bah, je vous avoue que la balance penche vers le « je l'aime beaucoup ». Pourquoi? Parce que bah, là, je vais devoir envoyer les deux et je suis très triste parce que j'ai vraiment pris l'habitude de l'avoir tout le temps sur moi. Et ça, moi, je trouve que le plus gros point fort de cet appareil photo, c'est d'avoir une si belle qualité d'image dans un format si petit. Il est très bien d'un point de vue de l'ergonomie. Enfin bref, c'est vraiment pour moi un super petit appareil photo. On a parlé de la question du viseur, etc. Forcément, il y a quelques petits points qui sont à revoir, que ce soit l'autofocus, cette question de l'obturation, ou par exemple tout ce qui touche à la tropicalisation. Mais au global, moi, je trouve que c'est un très bon appareil photo. Ensuite, quelle focale choisir? Est-ce qu'on choisit la focale 28 ou la focale 40? Bah, je vous avoue que, ayant eu les deux là depuis quelques temps, bah moi j'ai plutôt tendance à préférer le 28. Et parfois en Indonésie, c'est vrai qu'avec le 40, je me sentais un petit peu plus à l'étroit. Là-dessus, le 40 étant plus près du 35, bah c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de photographes de rue qui pourront préférer la version 40. La version 28, on peut intégrer beaucoup plus de choses, de l'environnement. Cependant, c'est vrai qu'on est obligé, si on veut avoir un sujet un peu proche, de se rapprocher physiquement. Donc là aussi, ça peut être intimidant, notamment pour la photographie de rue. Là, c'est vraiment propre à chacun, et là-dessus, je vous invite à vraiment y réfléchir. Maintenant, sur la question du filtre, moi je vous avoue que j'ai vraiment préféré le mist. Pourquoi? Parce que le filtre ND n'étant que de 2 stops, je ne trouve pas que ça apporte quelque chose de vraiment fondamental, contrairement aux 4 stops par exemple sur le Fuji X100. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions. Tous les liens sont en description si besoin. Si vous passez par l'affiliation à nouveau, un grand merci. Et maintenant, cette vidéo est terminée et je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo.